à cette deuxième édition du Conte en quarantaine. Alors ce soir, vous allez avoir la chance d'écouter encore des conteurs et des conteuses de la francophonie qui vont vous raconter des histoires pendant à peu près 1 heure, des contes d'environ 5 minutes. Et oui, comme la dernière fois, la vidéo sera présentée en première, mais elle restera disponible par la suite sur Facebook et sur la chaîne YouTube Le Conte en quarantaine. N'hésitez surtout pas à aller suivre, à aller aimer les pages des artistes qui participent à la soirée pour pouvoir par la suite profiter lorsqu'on pourra retourner voir des prestations en personne. Marine, ça commence dans 5 secondes. Est-ce que tu as le temps de te rendre chez toi? Ben, j'ai toujours rêvé ça, d'essayer de me téléporter. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. C'est parti! Écric et crac, l'histoire sort de mon sac. Ça s'est passé dans les Pyrénées. Plus exactement dans les Pyrénées Atlantiques. Plus précis encore, en Vallée d'Ossau. Et encore plus précis sur le plateau du Bénou. Alors le plateau du Bénou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand plateau vert, herbeux, dans les montagnes. Un plateau où les animaux viennent packager. On peut y trouver des chevaux en liberté, des vaches, des lièvres, des ruisseaux, des dauphins. Bon, ça c'était pour ceux qui ne suivaient pas. Non, en vrai de vrai, on y trouve beaucoup et souvent des brebis. Et ce matin-là, c'était une belle matinée de printemps. Le ciel était bleu au-dessus du plateau du Bénou, l'air était frais. Et en plein milieu de l'herbe, de ce grand plateau vert, il y avait un troupeau de brebis qui paissaient, là, tranquillement. Et ce jour-là, il y avait quelqu'un d'autre qui faisait son repas. C'était un tout petit moineau qui était là, entre les pattes des brebis, et qui profitait qu'elles retournent la terre avec leurs sabots pour se nourrir des vers et des vermisseaux qui en émergeaient. Et tout le monde mangeait, là, tranquillement. Quand le petit moineau a levé le bec, et tout là-haut, dans le bleu du ciel, il a vu un point noir apparaître, se diriger à toute vitesse vers le troupeau. La silhouette s'est profilée, c'était celle d'un aigle, à l'envergure immense, qui a fondu sur un agneau, l'a attrapé entre ses serres et a disparu avec de l'autre côté du ciel. Le petit moineau est resté bec bée. Et il s'est dit: oh la classe! Ah non mais ça là, c'est la classe! Et attends, j'ai des petites ailes, j'ai des petites plumes, j'ai des petites pattes. Je peux très bien être le petit moineau le plus classe de la terre! Sur ces belles pensées, il s'est envolé. Il est allé se percher sur la plus haute branche de l'arbre qui était à côté, et de là-haut, il a envisagé tout le troupeau. Il a regardé les brebis, les unes après les autres. Ouais. Oh, il l'a vue. La plus grosse brebis du troupeau, toute boule blanche laineuse comme ça, celle-là, elle est pour moi ou je m'appelle pas petit moineau. Il a reculé sur sa branche. Il a pris son élan avec ses petites fesses. Il a visé avec son petit bec. Il a couru et il s'est élancé dans les airs. Il a volé droit vers le troupeau, droit vers sa grosse brebis laineuse. Il s'est accroché sur son dos et... ça bougeait pas trop. Il s'est accroché plus fort et... ça bougeait pas du tout. Alors il a essayé de s'en défaire. Mais cette toute petite serre s'était coincée dans la laine. Et plus il essayait de sortir, davantage il s'enfonçait jusqu'à disparaître complètement dans la toison. La brebis, elle, a levé la tête. « Il pleut ?» « Non, a dit la voisine, mange. »
ben voilà. Non, l'histoire s'arrête pas là, ça serait beaucoup trop tragique. Non, il se trouve que quelques mois plus tard, à l'époque de la tonte, le berger de ce troupeau s'est bien étonné, en tondant l'une de ses brebis, de trouver sur son dos une toute petite plume. Et ben lui, ça lui a donné une idée. C'était un créatif, ce berger. Il écrivait des chansons qu'il chantait lui-même. Et c'est ce jour-là, avec cette petite plume-là, qu'il a écrit une ritournelle dans laquelle il s'imaginait les brebis voler. Comme quoi, au détour d'une chanson, notre petit moineau réussit malgré tout à faire voler sa brebis. Et cric, et crac, l'histoire rentre dans mon sac. Hey! Salut Québec en quarantaine! Comment ça va? Ici, c'est Ken Villeneuve de Sainte-Rose-du-Nord, là. Moi, je suis en train de travailler tranquillement, pas vite, sur ma terre à bois. Puis je voulais justement vous montrer, un matin, j'ai eu la visite de mon gros loup qui habite sur ma grosse montagne. Les premières traces du gros loup, ça doit à peu près faire 7 à 8 ans qu'on les a aperçus. J'étais avec mon voisin Richard Desbois que j'avais engagé pour faire du bois de poêle, puis on descendait dans mon pic de sable, puis il y avait ces grosses traces-là en plein milieu du chemin public. Là, Richard Desbois, il me dit, « Hey Ken, il dit ça, c'est pas des traces de chien, là. Un gros chien, ça s'en va comme ça dans le chemin public, c'est un petit peu chien fou. Et ça, c'est un gros loup, il s'en va directement à douette, comme un homme en mission. » Je dis, ben oui, Richard Desbois, t'as raison, mais toi, t'as-tu déjà entendu parler de ça? Des gros loups solitaires ici de chez nous à Sainte-Rose-du-Nord. Richard Desbois, il dit qu'il avait déjà entendu parler d'une histoire d'un monsieur de l'Anse d'en haut de 1923 qui aurait tué un gros loup blanc avec une branche de merisier et un couteau de poche. Mais à part ça, on n'avait jamais entendu parler de ça, nous autres, des loups dans notre village. Fait que là, je me suis mis à réfléchir, tu sais, comment ça se fait que le gros loup il était rendu chez nous sur ma terre à bois. Puis la solution m'est apparue, ça n'a pas été vraiment compliqué, c'est qu'on a un autre habitant aussi qui est arrivé dans les dernières années dans nos forêts. C'est le petit Bambi, c'est le petit cerf de Virginie. Hein? Parce que, bien qu'en disent les écolos sceptiques, ben la planète, elle change. Puis malgré qu'elle est ici à Sainte-Rose-du-Nord, on est dans une forêt mixte, puis on a la nourriture idéale pour le petit Bambi, le cerf de Virginie, ben on avait un couvert neigeux trop élevé, fait que le petit Bambi, il pouvait pas se nourrir pendant tout l'hiver. Mais là, la planète, elle a changé, puis ici, à Sainte-Rose-du-Nord, on a moins de neige, puis la neige arrive plus tard dans l'année. Fait que le petit Bambi est descendu du sud, puis il vient passer l'hiver dans nos forêts. Arrive ce qui arriva, son prédateur naturel, le gros loup, est venu s'installer directement en haut de ma grosse montagne. Fait que là, il est sur ma grosse montagne. En bas, il y a le ravage de petits chevreuils. S'il y en a un petit et malade qui s'écarte du ravage, le gros loup y va et le cercle de la nature suit son cours. T'sais. Souvent, je compte ça dans mes histoires, dans mes spectacles, et les urbains viennent me voir et me demandent « Mais Ken, t'as pas peur, toi, d'habiter en colocation sur ta terre avec un gros loup blanc de 150 livres? » Puis je réponds toujours aux gens la même chose. C'est que je crains pas mal plus les hommes avec leurs belles paroles. Et sur ça, Québec, bonne quarantaine! Il était une fois, dans la ville de Hamelin, il y a très longtemps, mais pas si longtemps que ça. Les gens travaillaient beaucoup, mais ils étaient avares aussi. Ils ont commencé à regarder autour d'eux et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour avoir plus d'argent. Les chats. Ça sert à rien, ça, un chat. Ça paraisse toute la journée au soleil. Les gens se sont débarrassés de leurs chats. La nouvelle a fait le tour du royaume. Les rats se sont partagés la nouvelle. De museau en oreille, il paraît que dans la ville de Hamelin, il n'y a plus un chat, pas un chat, si, plus un seul chat. Les rats ont commencé à arriver aux portes de la ville de Hamelin. Et à entrer, un après l'autre, un rat, 2 rats, 5 rats,
10 rats, 100 rats, 1 millier de rats ont rentré dans la ville de Hamelin. Au début, ils étaient un peu timides, ils se cachaient pour vérifier qu'il n'y avait pas de chat, si c'était vraiment bien vrai. Puis ils ont vu, il n'y avait pas un chat. Ils ont commencé à manger les contenus des greniers. Quand les greniers ont été terminés, ils ont commencé à les grignoter la nuit, dans les garde-manger. Ils ont commencé même à grignoter les meubles, petit à petit. Une chaise dans un coin, la table. Ils ont même commencé à dévorer les lits. Les gens dans la ville de Hamelin ont tout essayé pour s'en débarrasser. Rien à faire. Les gens avaient même peur de sortir de la maison, de peur de se faire grignoter le bout des orteils. Un jour, il y a quelqu'un qu'on n'avait jamais vu et qui est arrivé dans la ville d'Hamelin. Un jeune homme, un étranger venu de loin. Il portait un grand chapeau, des vêtements colorés et il y avait une flûte avec lui. Il a dit aux gens d'Hamelin: « J'ai entendu dire que vous promettiez une immense récompense, une 100aine d'écus d'or pour qui vous débarrassera de tous les rats. Eh bien moi, j'ai une méthode infaillible avec moi, il n'y aura plus jamais de rats. » Les gens étaient tellement contents. « Oui, oui, c'est ça qu'on veut. » Parfait, on a conclu un marché. Cette nuit-là, alors que tout le monde était assoupi dans les maisons, l'étranger a sorti sa flûte et a commencé à jouer. Il a joué une mélodie mystérieuse, douce et enchanteresse. Et dans tous les coins de la ville, dans les coins du château, des cachots, des petites ruelles et des grandes maisons, les rats ont tendu l'oreille, leurs moustaches ont frémi. Quelle belle musique! Et les rats ont sorti, à le queue leu. 1 rat, 2 rats, 5 rats, 10 rats, 100 rats. Des milliers de rats ont commencé à sortir de les grandes rues, des petites avenues et des petites ruelles. Et ils ont suivi le joueur de flûte. Le joueur continuait de jouer de sa musique. Il a traversé comme ça toute la ville jusqu'à se rendre aux grandes portes de la ville. Il a traversé les portes avec les rats derrière lui. Puis il a traversé la campagne. Il est arrivé jusqu'à la rivière tout en continuant à jouer. Le joueur de flûte est entré dans la rivière. Les pieds, les chevilles, les genoux, la taille, le buste, les épaules, tout en continuant à jouer de la flûte. Derrière lui, les rats l'ont suivi dans l'eau. Ils sont partis dans le courant. De l'autre côté de la rivière, le joueur de flûte est ressorti en jouant de la musique. Les épaules, le torse, les hanches, les genoux, les chevilles, les pieds. Il n'y avait plus un seul rat en vue. Ils étaient tous partis avec le courant jusqu'à la mer. Le lendemain matin, quand les gens se sont réveillés, il n'y avait absolument rien qui avait été grignoté dans la maison. Ah! Les gens étaient tellement contents. Le joueur de flûte s'est présenté. « Voilà, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Est-ce que je peux avoir ma récompense? » Les gens de la ville d'Hamelin étaient des gens avides. « C'était tellement rapide, votre méthode. On va vous donner 10 écus d'or et comptez-vous chanceux. » Le joueur de flûte était furieux. « Vous allez voir, à pas respecter sa parole comme ça, il va y avoir des conséquences. » Personne ne le prit au sérieux et on l'a chassé de la ville d'Hamelin. Cette nuit-là, les gens se sont dit qu'avec cet argent-là, les 100 écus d'or, moins les 10 qui avaient été donnés, ils pourraient organiser une grande fête pour célébrer le départ des rats. Tous les adultes ont été fêtés pendant que les enfants dormaient dans leur lit. Le joueur de flûte est revenu dans la ville. Il a sorti sa flûte et a commencé à jouer un air mystérieux, magique et envoûtant. Dans tous les lits, que ce soit les lits du château, des plus petites maisons, des grands manoirs et des demeures anciennes, les enfants dans leur sommeil ont senti leur oreille commencer à se frémir. Quelle belle musique! Les enfants se sont levés de leur sommeil et à la queue leu, ils ont commencé à marcher dans les rues derrière le joueur de flûte. Et le joueur de flûte, tout en jouant, a traversé les grands portails de la ville, avec les enfants qui le suivaient presque encore dans le sommeil. Ils ont traversé les vallées, puis ils sont arrivés à la rivière. Le joueur de flûte a continué à jouer tout en rentrant dans l'eau. Les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, le buste et les épaules. Ça,
C'est ce que tout le monde pensait. Le lendemain matin, quand la fête a été terminée et que les parents sont rentrés à la maison, les lits étaient vides. Les parents se sont mis à pleurer, à regretter ce qu'ils avaient fait. Ils ont repensé à ce que le joueur de flûte avait dit. Et tout le monde a pu voir avec clarté ce qui s'était passé. Attendez, attendez! Une petite voix qu'on a entendue qui venait d'une tour dans la ville. Il y avait une vieille dame, trop vieille pour aller danser, trop vieille pour travailler, qui était là et qui veillait sur la ville. Moi, je sais où sont partis les enfants. Descendez-moi, je vais vous montrer. On a descendu la vieille dame. On l'a prise sur les épaules des plus forts et elle a guidé les gens de la ville. À la queue leu-leu, ils ont traversé le grand portail. Ils ont traversé la plaine et rendus sur la rivière, on pouvait voir les petits pas des enfants qui longeaient la berge. Tout le village a suivi les petits pas des enfants jusqu'à une grotte. Les enfants étaient là, endormis dans leurs petits pyjamas. Les parents ont tous pris leur enfant, les ont serrés fort contre eux et sont retournés ensemble dans la ville de Hamelin. Depuis ce temps, dans la ville de Hamelin, les parents travaillent un peu moins. Leurs enfants sont leur priorité. Tous ensemble, ils envoient souvent des petits mots d'amour et des nouvelles à la vieille dame dans sa tour. Mais surtout, dans la ville de Hamelin, désormais, tout le monde a un chat. Hey, salut! Attends, je vais déposer ça, c'est trop chaud. Eh ben, bonjour! Bienvenue à la Vieille Forge. Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On est tous en confinement, faites-vous-en pas. Je suis tout seul à ma boutique de forge. Mais je t'ai déjà prêt un petit peu au confinement. Parce que vous voyez, les écoles, les bibliothèques, ils n'aiment pas bien ça quand j'allume mon feu de forge au charbon. Ça a l'air que le charbon, quand ça brûle, ça fait bien de la poussière. Toujours est-il que j'étais déjà prêt à me déplacer. À me déplacer, mais virtuellement grâce aux Internet. À me déplacer dans vos téléphones à poche, dans vos ordinateurs. Fait que toujours est-il que quoi de mieux qu'une boutique de forge pour vous faire des histoires, pour vous raconter des légendes de diable. Parce que ça, des légendes de diable, on a eu une grosse quantité autour des forges. Aujourd'hui, je vous parle de la légende de Dunstan. Dunstan, c'est un forgeron. Lui, il a vécu il y a plus de 1000 ans là, dans les Europes. Les Europes, là, c'est, tu sais, quand tu es rendu en Gaspésie, là, il y a un petit lac là, qui s'appelle la mer. Là. Puis quand tu traverses l'autre bord de ce lac-là, tu tombes dans les Europes. Toujours est-il que Dunstan, il a vécu il y a plus de 1000 ans dans les Europes. Puis lui, c'est un maréchal ferrant. Donc, c'est le forgeron qui va fabriquer des fers à cheval, puis qui va les fixer au pied du cheval, tout simplement. Bon. Fait que Dunstan était reconnu comme étant un très très bon maréchal ferrant. Puis à l'époque, les affiches, c'était pas bien compliqué. T'es forgeron, qu'est-ce que tu fais pour t'afficher? Tu mets un fer à cheval au-dessus de la porte, tu le cloues comme ça au-dessus de la porte, puis tu dis à tout le monde automatiquement que moi je suis forgeron. Fait que toujours est-il que Dunstan, il y a eu la visite. Il y a une journée qu'il y a eu la visite. Un étrange étranger ou un étranger étrange, là, dites-le comme ça vous tente. Mais l'étrange est rentré dans sa boutique de forge à Dunstan. Il était grand, mince. Il avait les cheveux longs, sales, la barbe longue, sale, les ongles longs, sales aussi. Il était sale. Il sentait mauvais. Ben, on va dire les vraies affaires. Il puait. Bon, le gaillard puait. Dunstan, ça n'a pas été long qu'il a reconnu le diable. Oui. Le diable, Belzébuth, Satan, la bête, là, ça dépend du village. Là. Toujours est-il que Satan voulait se faire ferrer ses pieds fourchus. Dunstan a regardé le projet, puis il a dit « Oui, je vais te ferrer tes pieds fourchus, mais je vais être obligé de t'attacher au mur, solidement, histoire que tu ne bouges pas le temps que je travaille sur tes sabots. » Satan a accepté. Dunstan a attaché Satan au mur bien solidement. Puis là, il s'est mis à y travailler les bottines, puis à y faire mal. Puis Dunstan, il a fait exprès pour y faire tellement mal. Le diable, il en pouvait tellement plus qu'il a supplié. Il a crié grâce. Fait que Dunstan en a profité pour faire promettre au diable de ne plus jamais se mettre les pieds dans une boutique de forge. Satan a promis. Fait que Dunstan a fini par finir la job. Il l'a détaché puis il l'a laissé partir. Mais vous savez ce que c'est la tradition orale? La tradition orale, là,
c'est que ça passe, c'est une histoire, premièrement, on commence avec une histoire, puis ça passe de bouche à oreille, ça passe d'oreille à une langue sale. La langue sale va raconter ça à une belle-mère, la belle-mère va prendre l'histoire, elle va tout mélanger ça. Toujours est-il que le temps que la légende apparte des Europes, puis qu'elle traverse ici dans la colonie, en Nouvelle-France, les gens, comme ils étaient très, très religieux, à l'époque, ils ne voulaient pas avoir de diable dans leur maison puis leur cabane. Fait que quand ils se sont mis à entendre la légende de Dunstan puis l'histoire du fer à cheval, les gens dans la colonie se sont mis à accrocher des fers à cheval au-dessus de la porte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis les vieux, ils disent de ne pas l'accrocher comme ça. S'il y a de l'argent qui tombe, elle va couler de chaque barre, vous n'aurez jamais d'argent dans vos poches. Il faut l'accrocher qu'à faire en l'air. Fait que les gens se sont mis à accrocher des fers à cheval au-dessus des portes des maisons, au-dessus des portes des cabanons, des hangars, des laiteries, un petit peu partout. C'était pour éloigner le diable des cabanons. Puis c'était rien à voir avec la chance. Là. On a traduit ça avec la chance parce que c'est une belle-mère qui s'est mêlée de l'histoire. Là. Mais la légende a dit que en accrochant un fer à cheval, il n'y a aucun problème. Mais je l'ai essayé, moi, ça, chez nous. Je l'ai essayé, j'ai accroché un fer à cheval au-dessus de la porte. Puis, ben, croyez-moi pas, le diable est jamais venu dans ma forge, j'ai aucun problème. Mais essayez pas ça avec votre belle-mère, vous allez voir, moi, la mienne, la vieille sacripante, elle vient pareil dans la forge, ça ne l'a pas éloignée. Mais non, lancez-moi pas de roche, j'ai un belle-mère idéale, moi. Elle est belle, elle est fine, paraît en capuchon en Gaspésie, fait qu'elle n'est pas tannante. Ben, étrangement, c'est sûr qu'elle dit la même affaire de son genre. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai un moment donné. Fait que, arvoyeux, puis faites attention au diable, parce que le diable rôde tout le temps autour de la forge. Il était une fois, et cette fois-là, l'histoire se passe dans une ville aux portes du désert. Une ville aux murs couleur de sable. Dans cette ville habite un homme, un vieux musicien. Lui, il habite vraiment tout au bout de la ville, près du désert. Mais tous les matins, il enfile son manteau, il met son luth sur son épaule, et il marche jusqu'au cœur de la ville, et il s'installe sur une petite place située précisément entre la ville haute et la ville basse. Là, il fait glisser son luth de son épaule, il pose devant lui une petite coupelle de cuivre, il s'assoit en tailleur et il commence à jouer. Les passants défilent devant lui, mais lui, il ne peut pas les voir parce qu'il est aveugle. Par contre, il les entend. Et tous les jours, il compose avec le rythme de leurs pas. Il perçoit le rythme rapide des pas du marchand qui s'en va jusqu'au sommet de la ville haute pour ses affaires. Et puis, il perçoit aussi le pas léger et un peu rêveur d'une jeune fille amoureuse. Et là, c'est le grincement des roues de la charrette du boulanger qui s'en va jusqu'au marché pour vendre son pain. Tous les jours, il s'assoit sur cette place et il compose avec le rythme de leurs pas. Il entend parfois aussi le bruit sourd des pièces d'étain qui tombent dans sa coupelle. Ça, c'est sa vie le jour. Mais la nuit, c'est une autre histoire. Quand les lueurs du jour tombent sur la ville, il rentre chez lui. Et chez lui, la porte est toujours ouverte. Ça, tous les jeunes gens de la ville le savent. Alors il se retrouve là-bas. Et chez lui, à la lueur d'une bougie, ses doigts ne pincent pas les cordes de son instrument. Ses doigts effleurent les cordes et font naître de l'instrument une mélodie profonde, le genre de mélodie qui vous prend là, au fond du ventre, et qui fait résonner toutes vos cordes intérieures. Ça, c'est sa vie la nuit. Et parfois, il entend le bruit des pièces d'argent qui tombent dans sa coupelle. Alors avec cet argent-là, il aurait largement de quoi vivre, mais tous les jours, tous les matins, il est là au rendez-vous sur la place. Et il joue pour les passants. Et ce matin-là, en voilà deux qui arrivent. Deux petits gars qui sont bien connus dans la ville, le genre à avoir toujours une petite farce sous le coude. Il les entend arriver de loin, il arrête de jouer, mais il les a pas reconnus. « Et l'oncle, on donne une petite fête ce soir. Tu viendrais jouer pour nous ? On t'invite. Allez, tu serais bien récompensé. » Le vieil homme accepte. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ces deux-là, ils ont prévu de l'emmener dans l'ancienne auberge située tout en bas de la ville. Cette auberge, elle est aussi connue dans toute la ville, personne n'oserait y mettre les pieds, tout le monde sait qu'elle est hantée par les djinns.
Et puis, les seuls qui ont osé aller y passer une nuit, ils sont revenus avec la frousse de leur vie. Alors quand les dernières lueurs du jour tombent sur la ville, les 2 petits gars reviennent, ils passent chacun un bras sous le coude du musicien et ils l'accompagnent jusqu'à l'auberge. Là, le musicien s'installe, il fait glisser son instrument de son épaule, il pose devant lui sa petite coupelle de cuivre, il s'assoit en tailleur et il commence à jouer. Il joue, les jeunes dansent, les jeunes chantent, et au bout d'un moment, il n'entend plus que l'écho de ses notes dans la grande pièce vide. Alors il en déduit que les jeunes sont partis. Il range son instrument, il étale son manteau sur le sol, il s'allonge et il s'endort. Mais au milieu de la nuit, il sent des doigts effleurer son front. Il entend à son oreille une voix de femme murmurer « Vas-y, joue ». Alors il est un peu surpris parce qu'il n'a pas entendu la porte s'ouvrir, mais il se redresse et il se met à jouer. Et là, plus il joue, plus il entend les femmes chanter. Et plus il joue, plus il entend les bracelets à leurs chevilles tinter. Ce soir-là, plutôt cette nuit-là, il joue tout ce qu'il sait le mieux jouer. Il joue, il ne s'arrête plus. Plus il joue, plus il entend les femmes danser. Et plus il joue, plus il entend les femmes chanter. Et il sent également, comme ça se fait parfois dans ces pays-là, des doigts portés à son front des pièces. Et avec la sueur, quand les pièces tombent dans la coupelle, c'est le bruit des pièces d'or qu'il entend. Alors la fièvre le prend, il joue, il ne s'arrête plus. Mais au bout d'un moment, entre 2 notes, il entend le chant de l'alouette. Les femmes s'en vont, il se retrouve seul, dans le silence. Il range son instrument, il va pour ramasser les pièces, mais quand ses doigts touchent le contenu de la coupelle, c'est des pelures d'orange. Il sourit. Il s'allonge et il s'endort. Quand il se réveille, le soleil est déjà haut dans le ciel, alors il ne traîne pas trop. Il range son manteau, il va pour ramasser une pelure d'orange en souvenir de cette nuit-là. Mais quand ses doigts touchent le contenu de la coupelle, c'est des pièces d'or. Il fait glisser les pièces dans la capuche de son manteau et il rentre chez lui. Bon, ce jour-là, il a dormi jusqu'à la nuit. Mais le lendemain, il était là au rendez-vous sur la petite place. Et ce matin-là, les 2 petits gars sont revenus. Alors, l'oncle, t'as passé une bonne nuit ? Vas-y, raconte. Mais pour seule réponse, le musicien leur a offert son plus beau sourire. Et les 2 petits gars, ils ont eu beau le bombarder de questions, impossible d'en tirer rien d'autre que ce sourire mystérieux. Alors l'histoire ne dit pas ce qui leur est arrivé quand, le soir même, ces 2 gars sont retournés à l'auberge, ont passé la nuit à l'auberge. Ça, l'histoire le dit pas. Mais dans ce pays-là, il en est pour dire que les djinns sont le miroir du cœur de l'homme et qu'il n'est pas d'homme au cœur pur qui ne soit accompagné par leur malice. Il y a eu des plaintes. Il y en a qui ont dit que j'avais pas fini ma tisane et que j'avais fini mon histoire, puis que le concept n'avait pas été respecté. Donc, j'achève ma tisane, fait que je vais t'en faire une petite pour que tu puisses demain raconter une histoire quand les gens te demanderont ce que tu as fait. Puis tu diras que tu as vu des vidéos de conteurs, mais tu en auras toujours bien une petite à raconter. Et puis je pense que celle-là va te plaire. Elle va encore une fois te changer les idées. Cette histoire-là se passe en Chine. Il y avait une femme qui était belle, comme le jour qui se lève, puis la nuit qui se couche en même temps. L'histoire, comme c'est un conte traditionnel, a surtout retenu sa beauté, mais on va se le dire, cette femme-là était rusée. Et malheureusement pour elle, dotée d'un mari jaloux. Mais jaloux, là, tellement jaloux que ce mari-là partait pas. Il voulait tout le temps rester pour la surveiller. Puis ce mari-là, c'est un marchand. Fait qu'on va l'appeler marchand. Fait que marchand partait pas, toi, restait toujours là. Puis elle était un peu tannée, elle avait besoin d'air. Hein? Puis lui, il demandait une preuve de son amour. Alors, il a dit, quand tu partiras, tu sauras que je pense à toi, puis que je t'aime,
quand tu éternueras. Ah, son mari était surpris. Puis il y avait juste une manière de savoir si sa femme disait vrai. C'était de partir. Il est parti. Tout préparait ses affaires, mis ça sur son mulet. Il arrivait pour quitter le village quand il a vu un moine éternuer. Et il s'est dit, je suis même pas parti du village que déjà ma femme pense à ce moine-là. Jaloux. Cette histoire-là me vient d'un livre qui s'appelle Le Cercle des menteurs. Beau petit livre. Et que si t'aimais ça, les histoires, puis tu te dis, je veux devenir conteur, c'est un beau livre pour apprendre à compter. Hein? Parce que, je veux dire, quand on va sortir de la quarantaine, dans 1 an et demi, ça se pourrait que tu sois déjà presque un conteur professionnel. Je te dis ça. On jase, hein? Le temps d'une tisane. Magnifique, hein? Vous êtes à bord de ce qu'on appelle ici un cul pointu. Cul pointu parce que la poupe puis la proue ont le cul pointu. Ils s'en fait plus, des bateaux comme ça. À part lui. Ça, c'est une gang de chums qui ont décidé de sauver une partie du savoir-faire des îles, hein, de notre patrimoine. Ça en prend. Ça en prend des crinqués, des passionnés, des patenteux. Hein? Parce que ça, des patenteux, il y en a eu ici. Hein? Des patenteux, des patenteuses, du monde qui sont partis de rien et qui ont tout inventé. T'sais. Les gens n'avaient pas le choix. Quand les gens se sont installés ici, il fallait que tu sois patenteux, il fallait que tu aies de la débrouillardise. Hein? Tu avais 2 options, en fait. Tu étais débrouillard ou tu étais mort. C'est comme ça. Fait que ça donnait naissance à des inventions vraiment incroyables ici. Là. Le ponchon. Vous connaissez l'épisode du ponchon? Si vous ne connaissez pas ça, là, puis que la quarantaine dure encore un bout de temps, je vais m'arranger pour vous la compter. Il y en a eu des inventions. Aux îles, on a inventé le recyclage. On n'a pas eu le choix, là. Il n'y avait rien. Hein? Il y avait toute la mer qui est autour d'ici, mais quand il y a des trucs qui se ramassaient sur la plage, les gens allaient là. Les gens les magasinaient. T'sais. Et on récupérait tout. Les gens disaient, on va chez Butreau, en gros. T'sais. C'est ça. Il y a eu toutes sortes d'inventions. Mais moi, l'invention qui vient me chercher le plus, c'est une invention qui a révolutionné le monde du divertissement au 20e siècle. Je parle bien sûr de l'invention de la télécommande. Oh oui, ça vient d'ici, sur la télécommande. Nul autre que mon grand-père. Lauréat Boudreau, inventeur de la télécommande. Bon. Pour comprendre comment ça s'est passé, il faut reculer un peu dans le temps. À l'époque des télévisions à roulettes, là. Mon grand-père, lui, les dernières années de sa vie, il était malade. Ce qui fait que quand il s'installait dans son fauteuil, il ne se levait pas pour aller changer de poste. Ce qu'il a fait, il a pris un long morceau de bois, une longue baguette. Il a fait une entaille au bout. Ce qui fait que quand il était assis dans son fauteuil, il installait le bout de sa baguette sur la roulette de la télévision. Il tournait les postes à distance. Lauréat Boudreau, inventeur de la télécommande. Quand même, il y a des gens qui se disent big deal. Dans ce temps-là, il y avait quoi, 2 postes? Radio-Canada français, Radio-Canada anglais? Oui, peut-être. Peut-être. Mais à force de switcher de poste comme ça, c'est comme ça qu'il a appris à parler anglais. Anglais, c'était plus du chiac qu'autre chose, mais c'est pas grave, là. Puis, le génie ne s'arrête pas là, là. Imaginez, là. Okay? Imaginez. On est l'été. Grosse chaleur, canicule. Hein, les grosses canicules, là, 24, 25 degrés, là. Ça écrase, là. Pépé, lui, il stressait pas avec ça. Lui, quand il sentait que la température montait, il allumait sa télé. Prenait sa télécommande, s'assoyait dans son fauteuil, puis il mettait ça sur le 5. Le poste de neige, là. Il mettait le son au tapis. Il venait d'inventer l'air climatisé. Tu sais, c'est ça, là. Des inventions comme ça, il y en a eu tout plein. T'sais. Et il a reçu des bacs honorifiques, là. Les gens en ont parlé longtemps, le fameux baccalauréat.
Lui, il t'a pas stressé avec ça. Là. Quand il a reçu ça par la poste, Mémé est allé voir, « Hey, Lauréat, t'as reçu ton bac. » Et ce qu'il a dit, « Va le mettre au chemin. Va le mettre au chemin, reçu son bac. » Il était de même, Pépé. Là. C'est fou. C'est fou. On dit souvent que dans ce temps-là, il n'y avait rien. Les gens n'avaient rien, et pourtant, ils ont réussi à tout inventer. Et aujourd'hui, on a tout. Puis quand on pense qu'on n'a plus rien, on oublie que tout est là. Tout peut être à inventer. Attention vous autres. À la prochaine. Cette histoire-là, elle s'est passée sur un bateau de croisière. Un gros bateau de croisière. Le genre de bateau de croisière qui a son cinéma, son gym, puis sa salle de spectacle. Malheureusement pour l'histoire, le bateau de croisière a fait naufrage. 3 hommes ont réussi à s'en sortir en prenant les débris du naufrage pour se construire un petit radeau de fortune qui s'est mis à flotter sur l'océan. Sur ces 3 hommes, il y avait 2 membres de l'équipage du bateau de croisière et un inoptiseur qui faisait des spectacles sur le bateau. Les 3 hommes avaient réussi à ramasser un peu de nourriture et une seule couverture pour le long voyage sur le radeau. Les secours n'étaient pas arrivés tout de suite. Les hommes ont dû se battre pour la nourriture la première journée et la seule couverture pour dormir la nuit. Mais le lendemain matin, l'inoptiseur a eu une idée. Il a inoptisé les 2 hommes et leur a fait croire qu'il avait préparé un beau, gros buffet plein de nourriture devant eux. Les 2 hommes ont sauté sur le buffet et se sont mis à manger la nourriture jusqu'à en être bien plein, rassasiés. L'inoptiseur a pu manger la vraie nourriture seul. Et rendu l'heure de se coucher, les hommes se battaient pour la couverture, mais l'inoptiseur a inoptisé les 2 hommes et leur a fait croire qu'il leur avait préparé chacun un beau lit chaud et douillet. Les 2 membres de l'équipage se sont couchés et ont dormi comme des bûches, tandis que l'inoptiseur avait la couverture pour lui seul. Les jours ont passé, malheureusement, les secours n'arrivaient pas. L'inoptiseur inoptisait, mais la nourriture se mettait à être à une fin, et même que là... Le radeau se mettait à caler. Il prenait l'eau. Même que l'inoptiseur a remarqué que les 2 membres de l'équipage, les 2 hommes avec lui, avaient pris du poids. Ils étaient plus gras. Ben oui, mais c'est sûr, hein, à manger dans un buffet comme ça à chaque jour, puis à bien dormir comme ça, il reprenait du vif, hein, il prenait de la santé, il avait grossi. L'inoptiseur n'a pas eu le choix, il a continué à inoptiser, puis les jours ont passé, les secours n'arrivaient pas. Le radeau se mettait à caler de plus en plus dans l'eau. C'était la panique sur le radeau, mais un petit bateau de pêcheurs est arrivé au loin. Les hommes ont crié à l'aide, le petit bateau de pêcheurs s'est approché. Le bateau ne pouvait pas prendre les 3 hommes avec eux. Il y avait pas assez de place, il pouvait prendre seulement une personne. Les 2 hommes se sont gardés, les 2 membres de l'équipage, eux, ils étaient bien sur le bateau. C'est là que l'inoptiseur a compris. Il a regardé les 2 hommes, il a dit « Ben les gars, moi je suis prêt à me sacrifier, hein. Vous savez, je sais, on est bien ici, on a de la nourriture, un bon lit, mais je vais me sacrifier pour l'équipe. Je vais monter sur le bateau de pêcheurs et on vous enverra des secours. » Et l'inoptiseur est monté sur le bateau de pêcheurs et le bateau de pêcheurs est parti. On n'a plus jamais réentendu parler du radeau. Vous êtes maintenant déshypnotisés. Et certains d'entre vous auront remarqué que je m'étais amusé à déplacer le P. Bonne journée. L'épingle à linge et le marteau. Il était une fois une épingle à linge en bois qui avait horreur du linge, propre ou sale, et qui décida par une belle fin d'après-midi d'octobre de se laisser tomber dans le prochain panier de bicyclette qui passerait pour y faire le tour du monde. Elle manqua son coup, mais
un vieux marteau rouillé tomba amoureux d'elle et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
Il y avait un village. Un petit village loin de tout, au bord d'une rivière. Dans ce village, il y avait une petite maison. Une toute petite maison de rien du tout. À l'intérieur, il y avait un vieil homme qui vivait avec son fils. Ils vivaient là avec pas grand-chose. Ils avaient juste leur jardin à côté de la maison qui leur permettait d'avoir des patates, des carottes, des oignons, un peu des tomates. Ils vivaient avec presque rien. En fait, leur seule richesse, c'était dans l'étable. Il y avait un cheval, un grand cheval noir, magnifique. Tellement magnifique que, quand les seigneurs du pays passaient par le village, ils lui proposaient toujours de l'acheter. Ils lui offraient de l'argent. Beaucoup d'argent. Et à chaque fois, le vieil homme, il refusait. Il leur disait, « Mais non, ce cheval-là, pour moi, c'est pas un cheval, c'est un ami. » « Je veux pas vendre un ami. » Sauf qu'un matin, le vieil homme, quand il a été dans l'étable pour sortir le cheval, mais il n'était plus là. La porte était ouverte et il n'y avait plus de cheval. Les gens du village, quand ils ont appris ça, ils sont venus pour vérifier. Puis ils ont bien vu que oui, il n'y avait plus de cheval. Oh, vieil homme, tu vois, tu aurais dû le vendre, ton cheval. Au moins, tu aurais quelque chose. Là, t'as plus rien. Quelle malchance. Quand il a entendu ça, le vieil homme, il a pris quelques instants pour réfléchir. Il les a regardés, puis il a simplement dit « Chance ou malchance, qui peut le dire ?» Et il est reparti faire ses affaires. Ça a duré comme ça quelques jours. Et puis un matin, le vieil homme, il s'est fait réveiller. Il entendait du bruit dans l'étable. Beaucoup de bruit. Il s'est levé pour aller voir. C'était son cheval. Le grand cheval noir qui était revenu, avec une dizaine d'autres chevaux sauvages, toutes plus beaux les uns que les autres. Les gens du village, quand ils ont appris ça, ils n'en revenaient pas. Ils sont venus pour vérifier par eux-mêmes. Et oui, ils ont bien vu le cheval noir qui était revenu, avec tous ses chevaux, plus beaux les uns que les autres. « Oh, dis donc, vieil homme, voilà que ton cheval est revenu, et en plus de ça, il te ramène tous ses chevaux qui sont tous magnifiques. Quelle chance !» Ben, le vieil homme, il a pris un instant pour réfléchir, puis il les a regardés, et il leur a juste dit « Chance ou malchance, qui peut le dire ?» Et il est retourné faire ses affaires. Il y a quelques jours qui sont passés comme ça, le vieil homme et son fils, ils avaient commencé à travailler les chevaux, à les dresser, à essayer de les attacher, de leur mettre une selle, une bride, et de leur monter dessus. Ça marchait plutôt bien. Sauf qu'il y a un des chevaux qui s'est cabré, puis le fils il est tombé, il s'est cassé une jambe. Ben, quand au village ils ont appris ça, faut se le dire, il y en a qui étaient soulagés. Ils trouvaient que le vieil homme, il avait eu un peu trop de chance. Ils sont allés voir pour vérifier par eux-mêmes. Et oui, ils ont bien vu le fils qui était alité. Couché dans son lit, il bougeait plus, il pouvait plus rien faire avec sa jambe cassée. Oh, vieil homme. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton fils, c'était ton seul soutien. Il n'y avait que lui qui pouvait t'aider. Maintenant que tu es tout seul, comment tu vas faire? Quelle malchance. Ben, le vieil homme, il a pris un instant pour réfléchir, puis il les a regardés, et il leur a juste dit « Chance ou malchance, qui peut le dire ?» Quelques jours plus tard, c'est le seigneur du village, le seigneur du pays, qui est rentré dans le village, accompagné d'une dizaine de soldats. Il est venu chercher tous les jeunes hommes du village pour partir à la guerre. Sauf le fils du vieil homme, qui avait la jambe cassée.
Chance ou malchance? Qui peut le dire? Bonsoir. Et moi, je suis ici à soir pour vous conter un petit bout de l'histoire de mon village, Saint-Adèle. Ce printemps-là, à Saint-Adèle, il y avait les autorités. Ça, c'est... T'avais monsieur le maire Galarno, t'avais monsieur le curé Pépin, puis t'avais monsieur le docteur Couillard. Ces trois-là, c'était notre trio fort. Les autorités donc du village qui avaient décrété l'état de veille sanitaire, la quarantaine obligatoire pour une semaine au minimum. Pourquoi se faire? Parce que t'en avais des fins dans le rang de Saint-Joseph qui s'amusaient à brasser de la bière, parce que tout le monde dans le rang de Saint-Joseph brassait la bière. Ça s'est amusé à t'en brasser une recette du Mexique qui avait rendu tout le monde malade. Ça t'avait, demande-moi pas le nom, je me souviens pas, c'était un nom de, écoute, imagine un nom de bière mexicaine, ok, qui rendrait le monde malade, mettons. Fait que, état d'urgence, veille sanitaire, tout le monde était malade que ça se pouvait plus. Docteur dit à monsieur le maire, fait quoi? Monsieur le maire dit, ben regarde, on ferme tout, puis le monde reste chez eux. Mais là, ça énervait la Vermaine Germain. Elle, là, son Gus, là, il était encore dans le bois, lui. Il était parti bûcher cet hiver-là, puis il était pas encore revenu, là. Ça fait qu'elle s'est veillée, elle les passait. Elle les a rapassés toute seule. Là, elle les passait pas toute seule. Il y avait tout le temps quelqu'un qui venait chez eux. Elle trouvait son bonheur ailleurs, comme on dit. Là, elle pourrait plus faire ça, parce que là, elle était mal pris. Elle avait trouvé des moyens, elle avait essayé de se désennuyer. Elle avait demandé des conseils au monde. Il y en a une qui avait dit, moi quand je fais du tricot, elle dit, moi je sais pas tricoter. Ben moi quand je tire le foucou, ben moi je sais pas coudre. On dit, coudon, qu'est-ce que tu sais faire? Elle savait tresser. Ça fait que qu'est-ce qu'elle a commencé à tresser des affaires, tu sais. Elle tressait ses rideaux, elle tressait ses rosaires, elle tressait tout. À un moment donné, elle avait plus rien à tresser dans sa maison, elle s'était mise à tresser sur elle-même. Ça a continué. Ça, là, elle s'est rendue compte, finalement, elle, quand elle était nerveuse, là, elle stressait. OK? À un moment donné, elle s'est rendue compte que de stresser, ça la calmait pas. Vois-tu? Ça fait qu'elle s'est dit, pour cette journée-là, elle s'est dit, moi, là, c'est pas vrai que je recommençais à me stresser. Puis non. Elle te demandait voir la SUL. Parce que la SUL, ça, elle avait tout le temps une réponse à te donner pour un problème que tu avais. Fait qu'elle est allée voir la SUL pour savoir quoi faire avec ça, comment trouver son bonheur. Fait qu'elle arrive, personne pour comprendre une affaire, on n'avait pas l'électricité là à Saint-Adèle, mais la SUL, elle avait le premier modèle de sonnette à crinque avait été installé chez eux par son mari. Là, tu sais quoi, t'arrivais, tu le crinquais, tu mettais ta tapine, puis là, tu pesais sur ton piton. Puis là, ça te bat. Ah! Oui, là, tu vas dire, coudonc, c'était une trappe à souris. Ben oui, ça arrêtait ça si elle avait été à terre. Mais une fois sur un mur, ben c'était une sonnette à crinque, vois-tu? Ça fait que là, elle rentre, elle a de la SUL, ça va pas bien, t'es pas bon. Moi, là, je vais être heureux, j'aimerais ça être capable d'être de bonne humeur, d'être contente tout seul chez nous, sans avoir peur tout le temps. Puis pourquoi j'ai besoin de tout le monde demain? Fait que la SUL, elle dit, attends un peu, là. Elle dit, tu veux que je te donne une recette de bonheur? Elle dit, moi te le dire, il y a une condition. Parce que la SUL, elle avait tout le temps une condition. Elle dit, ma fille, elle dit, mais on va te le dire comment? Je vais te le dire quoi? On va t'expliquer ça, moi. Mais elle dit, en échange, parce qu'il y avait tout le temps un échange. Elle dit, tu vas aller me faire une batch de sucre à crème. Elle dit, quand tu vas revenir, on va tout te dire. Ah ouais? Là, la Germaine, elle dit, ok, ben oui. Fait qu'elle part, toi, chaud. Elle, là, elle voulait un bon conseil. Fait qu'elle s'est dit, m'a dit faire un bon sucre à crème. Elle est partie avec, bon, regarde, ça prenait quoi? Ça prenait du sucre, de la cassonade, ça, elle avait ça chez eux. De la crème, elle trouvera bien ça quelque part, mais elle savait très bien que pour faire un bon sucre à crème, ça prenait du bon sirop d'érable. Puis du bon sirop d'érable, elle savait donc bien où en trouver. À Saint-Adèle, on va se le dire, il y avait une place où qui t'en faisait du bon, puis du méchant bon à part de ça, t'avais la cabane au bonhomme Daniel Gagnon. Le bonhomme Daniel Gagnon faisait travailler ses trois fils dans cette cabane-là. T'avais Fernand, t'avais Yvan, puis t'avais Jocelyn, qui te coulait le sirop, puis qui te bouillait. Là. Écoute, c'était un grand cru. C'était du grand cru. Fait qu'elle s'est dit, je m'en vais là-bas. Pas de cheval, pas de coriole, pas rien. Ça fait que quoi? Ça fait qu'elle là, est partie à pied dans Gadou du printemps pour aller chercher ça là-bas. Mais te le dire, c'est une run. C'est toute une run. Fait qu'elle est allée là-bas chercher ça. Elle se l'est compliqué à vie pour aller se trouver le meilleur sirop de la place. En revenant, écoute, elle s'est dit, je suis pas pour prendre n'importe quelle crème, pour aller avec n'importe quelle. Elle te recourt à la meilleure crème possible, qu'il n'y avait pas de bon sang dans le rang presse. Elle t'es toutes goûtées. Ah non, c'est pas celle-là, pas celle-là. Ah non, peut-être pas celle-là. Puis elle picosse, puis zigonne, puis elle finit par t'en trouver une bonne sorte de crème. Écoute. Elle te fait sa batch, puis elle ramène ça à la SUL en rentrant dans la maison de la SUL. La SUL, elle l'attendait avec une batch de sucre à crème déjà faite. Elle dit, la SUL, je comprends pas. Elle dit, c'est bien simple, mais on va te le dire, ma petite fille. Elle dit, le bonheur, c'est comme le sucre à crème. Elle dit,
T'as bien beau aller chercher les meilleurs ingrédients pour te faire le meilleur possible à l'autre bout du monde. La plupart du temps, t'as tout ce qu'il faut en dessous de ta main, puis proche de toi, pour te faire le tien. Ça fait que cette année-là, ce qu'elle a fait, la Germaine, elle a pris son mal en patience. Elle est restée chez eux. Puis ce qui avait l'air d'un isolement tout solitaire est devenu quelque chose de pas mal plus solidaire. Tout le monde s'est remis dans mon village de cette quarantaine-là. Puis on n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais on s'en souvient. Merci bien. Il y a très, très, très longtemps, dans un temps si lointain qu'on ne s'en souvient plus. Dans ce temps-là, le ciel se trouvait très bas sur la terre, si bas que tous les adultes vivaient le dos courbé, penchés. Les enfants, eux, n'avaient aucun problème, ils pouvaient se tenir debout. Même les arbres poussaient à l'horizontale. Les ruisseaux, eux, pouvaient couler sans problème. Les oiseaux volaient, à très très basse altitude, mais ils volaient. Mais les adultes, pliés en deux, avaient mal au dos. Et les enfants voyaient bien que leurs parents étaient malheureux, mais ne savaient pas quoi faire. Et un jour, les enfants d'un village se sont réunis. Ils ont coupé du bois dans ces arbres qui poussaient à l'horizontale. Ils ont coupé et taillé des pieux. Et chaque enfant a pris un pieu, l'a posé sur le sol et l'a placé contre le ciel. Et ensemble, ils ont poussé, 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 mais rien ne bougeait. Ils ont appelé les enfants des villages voisins, qui sont arrivés à leur tour avec des pieux. Ils les ont tous posés sur le sol. Et ensemble, ils ont soulevé et essayé de pousser, pousser pour faire partir le ciel. Mais le ciel restait toujours aussi bas. Les enfants des villages voisins ont alors appelé les enfants des autres villages encore plus loin. Et cette fois, c'est par milliers et milliers que les enfants sont arrivés. Et tous ensemble, ils ont posé leurs pieux sur le sol, les ont fait toucher le ciel et ils ont poussé, poussé. Et tous ensemble, de leurs forces réunies, ils ont poussé jusqu'à ce qu'à un moment le ciel se mette à bouger. Alors les enfants ont continué, ils ont poussé encore plus fort, encore plus haut, le ciel est monté, jusqu'à ce que d'un coup, il s'envole loin, loin, loin au-dessus d'eux. Les adultes se sont redressés. Ils ont pu prendre leurs enfants dans les bras, les soulever au-dessus d'eux, les faire voler dans le ciel. Et tous ensemble, adultes, enfants, ils ont regardé, les yeux levés, ce ciel qui leur laissait enfin grand espace de liberté. Et ils ont regardé si longtemps que la pénombre est arrivée, puis l'obscurité, la nuit complète. Et là, ils ont vu dans le ciel des milliers et des milliers de petits points dorés. C'étaient tous les trous que les pieux avaient faits en poussant dans le ciel. Et on raconte que c'est depuis ce temps-là que les enfants, pour aider leurs parents, ont créé les étoiles. Salut, ça va bien? Ben oui, moi ça va bien. Oui, je suis en train de tisser. Aïe, j'avais des choses à te conter. Ouais. J'avais des choses à te conter. J'ai rencontré une amie. Une amie. Puis elle a rencontré une vieille dame dans le bout de Rivière-du-Loup, je pense. Puis elle a dit à mon ami Paul, elle a parlé de la toile du pays. La toile du pays, ouais, ça, on tissait ça, nous autres, voilà, pas si longtemps que ça, hein, dans le temps de la colonisation. Pourquoi je te raconte ça? Parce que ben, tu sais comment je suis passionnée de tissage. Puis ce qui m'a frappée, c'est que la toile du pays, ok, tu montes ton métier avec du lin, puis tu tisses avec la laine. Là, tu vas me dire, ben ouais, puis, hein, à cette heure, on a plein de mélanges et tout ça dans nos tissus. Mais non.
C'est spécial, ça. Je te l'ai dit, hein? Le tissage, ça a quelque chose de particulier. Hein? Notre histoire se raconte à travers ça. Hein? Tu me crois peut-être pas, mais moi te le prouver. Ah, regarde bien ça, écoute-moi bien. OK? Quand on a colonisé, là, qui c'est qui est venu? Les Français. Alors, si tu t'en vas en France, là, c'est assez reconnu, hein, la culture du lin. Mais quand on est venu ici, là, les Français, ben c'est ça qu'on a ramené. Nous autres, on a ramené des poches de lin. Puisque c'est ça qu'on a planté dans nos champs. Alors, on avait besoin de quelque chose pour s'habiller. On ne s'habillait pas avec des peaux, nous. Hein? Puis faire importer du linge de l'autre bout, outre-mer, c'était quelque chose. Fait que nous autres, on a amené des poches de lin, puis on a planté du lin. C'est ça qu'on a fait les Français. Puis les Anglais, eux, ben, c'est la laine qu'ils ont amené. Si tu regardes dans notre histoire, dans notre histoire québécoise, sur nos cheptels qu'on a encore aujourd'hui, c'est tout. Sauf des petites exceptions, c'est tout du mouton anglais. Si on fait juste parler du chevillot, hein, c'est un mouton anglais. Tellement anglais, là, que nous autres, on pense aujourd'hui que sa laine est bof. OK? Mais en Angleterre, le fameux tweed, là, ben, c'était avec la laine chevillot. Il n'en utilisait pas d'autres. C'était celle-là. Il tissait le tweed avec ça. Fait que c'est pour dire, ben là, tu vas me dire, OK, tu me racontes ça, mais c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Ben, regarde bien ça, je vais finir de t'expliquer ma patente, OK? Moi, tu sais, hein, j'aime beaucoup la période viking. Je m'habille en viking. Hein, je parle quasiment de viking. Je tisse des affaires de viking. Mais dans ces années-là, quand on parle de 8e, 11e siècle, OK, c'était mélanger le lin puis la laine, ça se faisait pas. Ça se faisait pas. Ils n'en ont pas trouvé. Ça se trouvait pas. C'était, si tu tissais quelque chose, tu faisais quelque chose, c'était tout avec le même matériel. On mélangeait pas ça. C'était une hérésie. On n'a jamais pensé à ça. C'est tout récent qu'on pense à faire ça. Fait que, imagine, on est des peuples qui ne font jamais ça. OK? Puis, tout d'un coup, on trouve un nouvel endroit. Puis là, tu as une partie qui vient de la France, qui vient planter le lin ici. Il n'y en avait pas. Il y a un mouflon super sauvage ici, là. Le mouton comme on connaît aujourd'hui, il n'y en avait pas ici. Fait que tu as un autre peuple, les Anglais, qui sont venus ici avec leurs moutons. Puis, ici au Québec, où est-ce que c'est le plus mélangé, on décide de tisser le lin puis de tisser la laine ensemble. Aujourd'hui, on est métissés. Aujourd'hui, on cohabite. Des hauts puis des bas. Hein? Dans un fil, des fois, il y a des nœuds, hein, qu'il faut défaire. Il y en a qui se défont pas. Tu sais, dessus, puis tant pis. Hein? Ben, c'est pour te dire à quel point que le tissage, ça fait partie de nous. Puis ça raconte des histoires.